Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de la chaire clé, chaire de l'économie environnementale. Ce programme de recherche est porté par la Fondation de l'Université Savoie-Mont-Blanc et Grand Annecy. Il comporte 3 axes de recherche. Le premier, la transition énergétique, les nouveaux modèles économiques et enfin l'économie circulaire, la thématique qui nous intéressera aujourd'hui. Avec nous pour animer ce webinaire, nous aurons 4 intervenants. Carole Charbullier, enseignante-chercheur à l'École des Arts et Métiers de Chambéry, membre du comité scientifique de la chaire clé. Sophie Aumont, ingénieure de recherche de l'ENSAM. Damien Giraud, ingénieur de recherche à l'IPC, l'Institut des plastiques composites. Et enfin, François Aznard, chef de projet recherche chez MAPED, mécène de la chaire clé, qui nous apportera son retour d'expérience industrielle. Pour ma part, je suis Sandra Pahamoureau, coordinatrice des chaires partenariales à la Fondation. Quelques précisions techniques. Le webinaire se terminera à midi. Il sera enregistré et vous retrouverez le replay sur le site de la Fondation. Un lien et le support de présentation vous seront envoyés dans quelques jours. Dans un souci de fluidité, étant donné qu'on est nombreux, et d'ailleurs merci pour ça, je vous invite à couper vos caméras et micros si ce n'est pas déjà fait. Et puis, un temps d'échange est prévu dans 45 minutes, mais n'hésitez pas à poser vos questions tout au long des interventions dans le chat. Maintenant, place aux connaissances scientifiques pour déconstruire vos idées reçues sur le cycle de vie des matières plastiques. Carole, je te laisse la parole. Merci Sandra. Bonjour à tous. Donc, Carole Charbullier, je suis enseignante-chercheur à l'Institut Arts et Métiers de Chambéry, qui a comme spécialité de travailler sur le développement de l'économie circulaire des produits complexes, et notamment avec un axe sur l'économie circulaire des produits contenant des matières plastiques. Donc, l'objectif du webinaire aujourd'hui, c'est un peu d'enlever les idées reçues sur le cycle de vie des matières plastiques et surtout un peu de voir le vrai du faux sur les fausses bonnes idées, et puis de savoir comment surtout on peut faire pour éviter ces fausses bonnes idées, ces idées reçues, donc avec des exemples, avec Sophie, Damien et puis François Aznard de MAPED. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui se cache derrière les matières plastiques? J'ai résumé ici un peu les retours qu'on peut avoir des industriels avec qui on travaille quand ils viennent nous voir. C'est la première chose, c'est sortons de l'usage des plastiques. Pourquoi? Parce que c'est toxique, parce que ça pollue les océans. En plus, le taux de recyclage, il est aujourd'hui 30% pour l'emballage. On peut essayer d'atteindre des objectifs de recyclage beaucoup plus importants. Et puis, les plastiques sont 100% recyclables. Donc, soit on les supprime, soit on essaye d'améliorer leur recyclage. Alors, vous pouvez voir sur les infographies ici présentes, de l'infographie de Citeo, éco-organisme en charge de la fin de vie des emballages, qui nous annonce bien qu'on a 30% de recyclage pour les emballages, mais que c'est majoritairement les bouteilles en polyéthylène terephthalate. Donc pour les autres plastiques, même si les consignes de tri se sont étendues, on a encore aujourd'hui beaucoup de difficultés à les récupérer. Et puis de l'autre côté, vous avez une infographie de National Geographic qui nous montre que tout le monde sait aujourd'hui la problématique des plastiques dans les océans. Il y a le problème de ce qu'on voit évidemment en surface, mais il y a tout ce qu'on ne voit pas et qui finit dans le fond des océans. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les industriels veulent supprimer ces matières plastiques ou au moins essayer de trouver des solutions alternatives. Alors, les réponses avec lesquelles ils viennent et ce qu'ils veulent qu'on regarde, donc ils veulent soit développer le recyclage, soit substituer le plastique. Donc le biosourcé, c'est magique. Pourquoi pas la matière recyclée? S'orienter également vers l'utilisation de plastique réutilisable. Et dans ce cadre-là, on a la loi AGEC qui impose évidemment d'augmenter le recyclage, mais aussi la mise en place de filières de responsabilité élargie des producteurs pour tous les produits qui contiennent des plastiques. Alors historiquement, on a pour les emballages, les véhicules hors d'usage et les déchets électriques et électroniques, et ça s'étend à tous les produits plastiques aujourd'hui, jouets et loisirs, dans le bâtiment. Donc dans les années futures jusqu'en 2025, il y a des éco-organismes qui vont être en charge de récupérer ces produits. Mais la problématique, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment on gère leur fin de vie et quels sont les problèmes qu'on peut avoir avec ces matières ou bien les solutions. Alors justement, quelles solutions choisir, puisqu'il y en a pas mal? Est-ce qu'il y en a finalement qui sont peut-être mieux que d'autres? Peut-être qu'il y en a qu'on pense bien, mais qui finalement, d'un point de vue environnemental et sanitaire, ne répondent pas aux critères. Donc finalement, comment s'assurer du bon choix sans notamment transfert d'impact? Donc c'est un peu avec ces questions qu'arrivent les industriels. Donc nous, on les accompagne, notamment d'un point de vue recherche, pour essayer de les aider à prendre la meilleure des solutions.
Alors, tout d'abord, au niveau de l'usage des plastiques, hein, on sort de l'usage évidemment du jetable, donc il n'y a pas de questionnement là-dessus. Mais est-ce que vraiment sortir du plastique, est-ce que c'est un mythe ou une réalité et est-ce que c'est la solution? Alors déjà, on a un problème sur l'épuisement des ressources, sur les matières plastiques. Il faut savoir que le jour du dépassement de l'usage des ressources de la planète est de plus en plus tôt. En 2022, il était en juillet. Et selon l'ADEME, donc au rythme de consommation actuel des ressources pétrolières, on n'a plus que 54 ans de réserve de pétrole. Alors, on n'est pas là pour discuter du nombre d'années. Ce qui est sûr, c'est que c'est une ressource non renouvelable finie. Et la majorité des plastiques, évidemment, dépendent du pétrole. Même si ce n'est pas le plus grand usager, c'est à peu près 4% de l'industrie pétrochimique. Ben, si on n'a plus de pétrole, on ne peut plus faire de matière plastique. Alors ensuite, il y a la problématique océan de plastique. Hein. Donc, évidemment, aujourd'hui, il y a plein de déchets dans les océans. C'est un 8e continent. 80% de ces déchets sont des plastiques. Alors, il faut savoir qu'ils ne sont pas arrivés tout seuls. Hein. C'est aussi lié à des comportements des usagers qui fait que ces plastiques, au lieu de finir au bon endroit, finissent dans la mer. Et puis, ça entraîne un certain nombre de maladies, d'intoxications pour les espèces animales notamment, mais également des dégradations sur les espèces végétales. Il y a la problématique aussi de dégradation des plastiques avec les microplastiques, qu'engendrent des maladies comme la plasticose sur les animaux. D'un autre côté, il y a tout le risque industriel associé au risque de la pétrochimie. Donc, les matières plastiques bénéficient. Disons qu'elles ont aussi une mauvaise image de ce point de vue-là, parce qu'il y a quand même des accidents, même si ça fait plusieurs années d'AZF, qui restent en mémoire. Et on n'est pas à l'abri donc de risques importants d'un point de vue environnemental et puis également sanitaire pour les populations et les espèces sur place. Ensuite, il y a le côté, le plastique, c'est toxique, le plastique, c'est dangereux, supprimons-le. Il faut quand même garder en mémoire que c'est principalement les additifs qu'on met volontairement dans les plastiques qui sont soit des perturbateurs endocriniens pour certains, soit certains peuvent émettre des additifs qu'on appelle CMR, mais ce n'est pas la résine en elle-même, c'est ce qu'on rajoute ou qu'on utilise pour faire la résine. Donc là, sur la forme d'étoile, on a une étude qui a été faite par Santé publique France qui donne 6 polluants qu'on retrouve dans l'organisme humain. Donc on retrouve notamment des retardateurs de flamme bromés qui se retrouvent dans les produits électriques et électroniques. On a des phtalates dans les jouets, par exemple. On a les composés perfluorés qui servent par exemple pour la synthèse du téflon qu'on retrouve dans des poêles Tefal, les parabènes dans les cosmétiques. Donc, ce qui veut dire que, oui, il y a des polluants, mais il faut quand même différencier la résine de ce qu'on ajoute dedans et aussi en prendre compte pour essayer de regarder les effets sur le long terme. Donc, aujourd'hui, le plastique, c'est fini. Bon, moi, je vois tout ça. Effectivement, je me dis, bon, c'est quand même une matière qui pose quand même pas mal de soucis. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, et résumer ici un peu, résumé, c'est un peu un grand mot, mais aujourd'hui, des plastiques, on en a dans toutes les applications. Et j'ai tendance à dire que si on regarde autour de nous, on se dit, on arrête le plastique, c'est pas que l'emballage, quoi. C'est-à-dire que, soit il y a des câbles pour l'électricité, donc on va peut-être avoir du mal à se fournir en électricité, il y a des applications médicales également, il y a des applications dans l'électrique électronique, alors c'est pas du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se laisser le temps de substituer. Il ne faut pas oublier que les matières plastiques ont permis des avancées, que ce soit dans le médical, que ce soit dans la montée technologique, et aujourd'hui, on n'a pas forcément de solution pour faire autrement. Donc, il faut se poser les bonnes questions et surtout se dire, qu'est-ce qu'il faut maintenir finalement en matière plastique? Qu'est-ce qu'il faut substituer? Est-ce qu'on a d'autres solutions qui se retrouvent mieux? Ou est-ce que finalement, si c'est bien maîtrisé, la matière plastique, on peut réduire les enjeux qui sont autour de ces matières plastiques? Alors, si je résume ici les principaux enjeux sur le cycle de vie d'une matière plastique, de l'extraction du pétrole vers sa fin de vie, en passant par la polymérisation. Donc, il y a ces fameux enjeux techniques et économiques. Aujourd'hui, demain, on ne peut pas supprimer le plastique de toutes les applications parce qu'on ne saurait pas comment faire. Et il y a certaines avancées qui ont été permises par ces plastiques. On a évidemment les enjeux sociétaux qu'on a vus, sanitaires, l'écotoxicité. Donc, avec les océans, les enjeux environnementaux, le problème de ressources, le problème aussi de gestion des produits en fin de vie. J'ai dit que 30% des emballages étaient recyclés aujourd'hui. C'est quand même pas grand-chose, compte tenu de l'usage de ces plastiques dans les emballages. Et puis, il y a évidemment les enjeux réglementaires que j'ai évoqués au démarrage, comme la loi AGEC qui incite, qui oblige à avancer, donc qui impose également un taux de recyclage pour ces plastiques de 50% pour 2025. Et évidemment, avec aussi les filières responsabilité élargie du producteur, on s'étend à tous les produits, toutes les filières qui utilisent des produits plastiques. Et peut-être qu'aujourd'hui, une solution pour un type de produit n'est pas valable pour tous les produits. Alors, moi, ce que j'entends souvent, et quand on vient nous retrouver, donc notre équipe de recherche au Chambéry, c'est « Ah, le recyclage, la solution. Allons-y, on a un objectif de 50, on n'est plus resté sur le 100%, heureusement, mais 50% en 2025, c'est demain. Comment on fait ?» Alors, comment on fait? C'est la bonne question. Là, ce qu'on va voir, c'est un peu ces différentes solutions. Qu'est-ce qui est finalement positif? Et puis, qu'est-ce qui se cache derrière auquel il faut faire attention?
Alors aujourd'hui, là, vous avez un synoptique très schématisé du recyclage mécanique. Mais le recyclage mécanique, il est réputé pour sa facilité de mise en œuvre pour des plastiques comme le standard, hein, comme le polyéthylène, le polypropylène, qu'on retrouve par exemple pour des pare-chocs de voitures ou bien des emballages, des boîtes plastiques, plastique dur. Aujourd'hui, le taux de recyclage des emballages, donc selon Citeo, c'est 30% en 2022. Donc, forcément, il va falloir augmenter le recyclage si on veut atteindre les 50% annoncés pour 2025. Et puis en Europe, on est à 35% en 2020. Donc aujourd'hui, il y a aussi l'idée de se dire que les thermoplastiques, par définition, sont tous recyclables. On peut les refondre et en refaire une nouvelle pièce. Donc c'est vachement bien, on peut tous les recycler. Et puis, il y a un gain environnemental non négligeable par rapport à la matière vierge. Ici, vous avez des données du SRP hein, qui sont sur leur site, d'éco-profil de matière plastique recyclée. Donc là, vous avez un recyclé de polyéthylène basse densité qui vient de l'emballage. Et donc, ils annoncent qu'il y a 9 fois moins d'émissions de CO2 équivalent par rapport à la matière vierge et 8 fois moins d'énergie non renouvelable pour sa production. Donc oui, il y a un bénéfice, oui, il y a une certaine facilité, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Il y a déjà l'usage des matières plastiques recyclées. Il faut savoir que le plus grand utilisateur aujourd'hui en Europe d'utilisation de matières plastiques recyclées, c'est l'agriculture, ce n'est pas l'emballage, qui est aujourd'hui plutôt à 8%, l'automobile c'est 3% environ, pareil pour l'électrique et électronique. Donc aujourd'hui, on est très limité en termes d'usage. Pourquoi? Alors déjà par la difficulté de récupérer les matières de certains produits. Il y a le devenir des substances dans ces produits parce qu'elles vont arriver dans les matières plastiques recyclées, donc c'est incompatible pour certains usages comme l'alimentaire. Ensuite, il y a des impuretés. Si on récupère de la matière issue du tri, donc après on va recycler, quelles sont ces impuretés? Quels problèmes ils vont avoir sur le nouvel usage? Donc cette importance de l'usage, c'est du downcycling, application dégradée. Et puis, il y a des matières, il va falloir multiplier les étapes de tri puisqu'elles sont pas toutes ces pièces ne sont pas démontées et récupérées. C'est le même cas pour l'emballage. Au bout d'un moment, d'un point de vue environnemental, on va augmenter l'impact et puis également aussi l'impact économique. Alors, il faut savoir qu'on parle beaucoup de l'emballage, hein, mais c'est très peu développé dans les autres domaines. Aujourd'hui, le taux de recyclage le plus important, c'est pour l'emballage, et notamment grâce aux bouteilles en PET, même s'il y a d'autres choses qui se développent. Globalement, les 25% de recyclage annoncés par l'Europe en France, c'est majoritairement de l'emballage, puisqu'on est à 30% pour l'emballage annoncé pour citer. Et ensuite, il y a les limites physiques du recyclage. On ne peut pas faire un nombre de boucles indéfini, il y a une dégradation à chaque fois. On abîme la matière, on coupe les chaînes. Donc, à chaque fois, il va falloir reformuler. Et donc, ça veut dire rajouter des additifs. La notion de recyclabilité. Sur l'infographie en bas à droite, on voit que Citeo annonce que 20% des plastiques des emballages sont non recyclables parce qu'ils sont en mélange. Donc oui, c'est peut-être ça se refond, mais à partir du moment où on le retrouve dans ce gisement en fin de vie, ça peut devenir non recyclable. Donc il faut le prendre en compte au plus tôt. Puis il y a des matières qui sont incompatibles. Un polyéthylène ne peut pas contenir, par exemple, de polypropylène, même s'ils ont des chimies très similaires. Ils sont incompatibles. Du PE, un peu de PE dans du PP, ça va. Dans l'autre sens, c'est incompatible. Et ensuite, il y a toutes les limites des ACV, parce que je vous annonce des chiffres du SRP, mais eux-mêmes indiquent bien que ces chiffres sont valables que dans certaines conditions, celles qu'ils ont utilisées, et surtout, ça dépend du niveau de qualité de la substitution. Si un pare-choc, un polypropylène de pare-choc, vous en faites un piquet de vigne, par exemple, ou un composteur, ce n'est pas la même chose en termes d'impact et de bénéfices que si vous en refaites un pare-choc. Donc là, ils attirent très bien l'attention que ces chiffres-là ne peuvent pas être ressortis du contexte. Ils ne sont pas forcément vrais dans tous les cas, en fonction des conditions, comment vous récupérez la matière et comment vous la recyclez. Ici, on a voulu illustrer notre propos par une étude qu'on a fait en interne, à titre d'illustration, sur un produit plastique d'emballage en polyéthylène. Donc là, ce que vous pouvez voir avec les différentes couleurs, c'est différents cycles de vie. Celui qui est en bleu foncé, c'est avec une fin de vie incinération. Et plus on va vers la droite, plus on va vers du recyclage. Donc celui en rouge, c'est du recyclage, sans considérer de bénéfices à éviter de la matière vierge. Et ensuite, on ajoute des bénéfices. Donc, c'est le cas de ce qui est en vert, où là, on va utiliser les modèles européens pour voir quels sont les bénéfices. Et plus on va vers la droite, plus on considère un bénéfice important à utiliser la matière recyclée. Et on voit qu'on n'obtient pas le même résultat. Et donc, c'est très important, quand on a un résultat d'analyse de cycle de vie, un résultat d'impact environnemental, de savoir comment ça a été fait, parce qu'on peut avoir des résultats complètement différents et il n'y a pas on va dire selon chaque cas, le résultat peut être différent et on ne peut pas annoncer comme ça, le recyclage est mieux dans tous les cas. Donc, il y a des sources de variabilité. Finalement, quel va être le scénario fin de vie de mon produit? Quelles vont être les données environnementales des process? Les bases de données sont très pauvres sur ces données-là, donc il faut vraiment aller chercher sur le terrain. Quel taux de recyclage on considère? 30%, 85%,
Voilà, il y a beaucoup même si l'Europe commence à mettre des chiffres, il faut tenir compte du cas réel de notre produit, comment on considère les bénéfices, quels vont être surtout également toute la notion de substance, qui n'est pas du tout pris en compte aujourd'hui ou très mal, c'est-à-dire quelle est la formulation de la matière, quelles substances sont dedans et quels vont être les impacts à chaque cycle de vie. Et puis il y a ce côté aussi usage dans le deuxième cycle qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, on est sur une vision, pas premier cycle, mais deuxième, voire troisième. Donc, nous, le maître mot, c'est des partenariats avec les acteurs de la chaîne de valeur et développer des indicateurs qui nous permettent de suivre ce qui se passe pour notre produit. Donc ça, c'est le recyclage mécanique. De l'autre côté, vous allez me dire, oh, il y a le recyclage chimique. Aujourd'hui, c'est la solution rêvée pour beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est le contraire d'une polymérisation qui fait un polymère. On revient au monomère d'origine. Donc ça veut dire quoi? On s'affranchit de toutes les pollutions qu'a eu la matière plastique pendant sa vie. On s'affranchit des additifs, on s'affranchit des impuretés. Aujourd'hui, c'est beaucoup développé pour des plastiques plus complexes que ceux d'avant, donc comme le PET, le polyamide, pour par exemple les cordes d'escalade, et le polystyrène. Donc, c'est des choses qui sont, voilà, des matériaux qui sont compatibles à ce recyclage chimique. Alors, le recyclage chimique, il faut savoir qu'on a soit un traitement chimique, comme la glycolyse, ou un traitement thermique qui est plus connu, comme la pyrolyse. Alors, sur les traitements thermiques, on a autre chose que des monomères. On peut avoir des gaz, des huiles ou des carburants. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la solution idéale pour les plastiques non recyclables et ceux non encore recyclés. Donc c'est un complémentaire au recyclage mécanique. Ce n'est pas tout recyclage chimique ou tout recyclage mécanique, c'est vraiment une combinaison des deux. Ça permet d'avoir aussi des usages compatibles au contact alimentaire puisqu'on revient au monomère. Par contre, il va falloir refaire une polymérisation. Ce n'est pas comme le recyclage mécanique où on fond la matière, on n'a plus qu'à la réextruder. Là, il faut refaire ce process de polymérisation. Par contre, on retourne à la qualité d'origine de la matière. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en 2021, il y a eu plus de 90 projets en recyclage chimique dans le monde, mais il y en a seulement 20 sites qui ont démarré de façon quasiment, on va dire assimilée à industrielle, et c'est majoritairement des procédés thermiques. Alors oui, mais ça paraît idéal, mais attention, déjà, il y a une notion de définition, notamment si on veut faire des mesures d'impact environnementaux, des calculs de taux de recyclage pour la réglementation. C'est que c'est du recyclage, en tout cas de notre point de vue de scientifique, uniquement si on va à la repolymérisation. Si de pyrolyse, de traitement thermique, vous obtenez des huiles, pour nous, c'est de la valorisation énergétique puisque vous allez en faire du carburant. Donc, ça remplace quelque chose, mais pas la matière d'origine. Ensuite, c'est des process à forte consommation d'énergie puisqu'il faut repolymériser. Donc, il faut bien prendre ça en compte. Évidemment, si on parle simplement empreinte carbone, elle va être importante. Ensuite, oui, on s'affranchit d'additifs, mais ils finissent quelque part. Dans les résidus carbonés du process, c'est un concentré d'additifs. Quid de la toxicité? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le traite? Donc, ça a un impact environnemental et sanitaire. Ils n'ont pas disparu, je dirais, comme par magie. Et puis surtout, certains process chimiques qui sont de la dissolution, ça se fait notamment pour des câbles qui sont en polyvinyle PVC, excusez-moi, donc l'usage de solvants, et puis qui sont un solvant n'est pas anodin d'un point de vue environnemental et puis également d'un point de vue sanitaire. Alors également vous allez me dire, on va faire l'évaluation environnementale, certes, mais comme tout à l'heure, il y a très peu de données, il y a énormément de questionnements sur le périmètre. Alors ici, je vous ai mis juste un tableau qui est issu d'une étude par Record qui fait un peu le bilan des process de recyclage chimique et en fait qui montre un peu la donnée qu'on a disponible à la fois sur le recyclage chimique, mécanique, incinération, etc. Donc toutes les cases en grise, c'est l'absence de données et en vert, c'est qu'on en a, mais la majorité sont des données privées. Alors pour illustrer ce propos, je vous ai mis ici les résultats d'une étude de recyclage chimique de BASF, qui est très intéressante en soi, puisque ils étudient tout leur process selon le devenir, justement, si on fait de la repolymérisation derrière, si on fait un carburant, et ils nous montrent, donc c'est des traitements thermiques, pyrolyse, et ils nous montrent, donc uniquement sur le changement climatique, donc les équivalents CO2, que la pyrolyse est à peu près au même niveau que le recyclage mécanique. Alors, il nous indique aussi, je ne sais pas si vous voyez la petite barre sur le recyclage mécanique, il y a de l'incertitude sur les données, mais il y a aussi de l'incertitude sur les données de la pyrolyse. Alors, quelle est la complétude des données? Quel périmètre ils ont pris en compte? Qu'est-ce qu'ils ont pris en compte? La deuxième vie dans le recyclage mécanique? Quel est le résultat sur les autres indicateurs? Parce qu'il faut bien être conscient que peut-être que c'est mieux là, mais au global, ce n'est pas si vrai pour les autres indicateurs, et c'est ce que nous montrera aussi tout à l'heure dans son exemple Damien. Donc, après ma présentation. Donc là, on revient avec les mêmes sources de variabilité. Quel est le scénario de fin vie? Quel est le périmètre? Quelles sont les données environnementales des procédés utilisés? Quel est le taux de recyclage? Parce que tout le monde considère, par exemple, 100% des déchets, 80%, mais il faut tenir compte de la réalité, donc faire des scénarios. Comment ont été pris en compte les bénéfices? Quel est le devenir des substances dans les résidus? Comment ils ont pris ça en compte? Aujourd'hui, comme je disais, c'est très mal pris en compte parce qu'il n'y a pas forcément de consensus aujourd'hui. Puis quel usage pour le deuxième cycle? Donc, encore une fois, c'est vraiment travailler ensemble, du partenariat sur la chaîne de valeur
Et puis développer des indicateurs qui permettent voilà, de prendre en compte le suivi, puis surtout de réaliser aussi que ces résultats-là, ils sont valables dans un certain contexte, mais vous ne pouvez pas les ressortir pour vous en disant moi je vais faire comme eux parce que c'est montré que c'est mieux. Ce n'est pas forcément le cas parce que vous n'aurez pas les mêmes conditions. Donc c'est aussi pour ça qu'on parle d'idées reçues ou de fausses bonnes idées, parce qu'elles peuvent être bien pour quelqu'un, mais pas forcément pour quelqu'un d'autre. Donc justement, au-delà du recyclage, on peut se dire on va supprimer le plastique, on va substituer la matière. Et aujourd'hui, une des chemins qui est pris plus en avant, c'est le côté renouvelable. Alors le renouvelable, c'est bien, c'est une solution aux emballages jetables, c'est compostable, c'est une solution aux fuites de plastique, puisque si ça finit malgré tout dans l'océan, ça va se décomposer, se défragmenter dans l'océan, donc c'est pas mal. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'est-ce qu'on définit un biosourcé. Il faut savoir que sur les plastiques biosourcés, ils ne sont pas tous forcément à 100% biosourcés. La biomasse, c'est une ressource limitée, c'est-à-dire qu'on va arriver en compétition avec les besoins alimentaires. Si c'est des déchets de l'agricole, certes, mais si c'est pour prendre sur les ressources alimentaires, là, on va avoir quelques problèmes. Donc, c'est ce qu'on va appeler le facteur d'échelle, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut être bien ponctuellement, mais si tout le monde se met à passer en biosourcé, comme ça a été la tendance à un moment donné, il va y avoir un problème de facteur d'échelle par rapport aux surfaces agricoles, aux besoins alimentaires, et donc provoquer un transfert d'impact sur l'alimentation. Ensuite, il y a aussi la notion de devenir additif. Ce n'est pas parce que c'est biosourcé qu'il n'y a pas d'additif, donc il ne faut pas l'oublier non plus. Et ensuite, il y a l'interaction avec les filières actuelles. Est-ce que vraiment c'est composté? Alors, là, j'ai mis un résultat pour illustrer ce propos. Est-ce que c'est mieux ou moins bien finalement qu'un plastique thermoplastique? Ici, c'est une étude de l'ADEME sur une ACV comparative, donc évaluation environnementale des sacs destinés à l'emballage de marchandises. Donc, ils ont sur la gauche, vous avez des polymères biosourcés à partir d'amidon de maïs, d'amidon de terre, qu'ils ont comparé à du papier, à du coton et à un sac hybride qui est à la fois du polymère, du plastique et du papier. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que le papier, où on cherche tout à remplacer par du papier, ce n'est pas forcément le mieux d'un point de vue environnemental, en tout cas sur cet indicateur-là, j'en ai pris un, mais on aurait les mêmes raisonnements sur d'autres indicateurs. Que pour les polymères biosourcés, ça va dépendre de leur origine. Entre l'amidon de maïs et le PLA, on voit que ce n'est pas du tout la même chose. Et puis surtout, si on les composte ou pas. Et vous avez, il y a quelqu'un qui passe excusez-moi, petit souci technique. Et où on a de l'autre côté la substitution, n'est pas toujours le meilleur compromis. C'est-à-dire que là, sur la courbe, c'est en fonction du nombre de réutilisations. En vert, vous avez un plastique, un sac en polyéthylène réutilisable. On va arriver à un impact beaucoup mieux, on va dire, qui va se réduire rapidement, contrairement au papier qu'on va remplacer tout le temps. Et donc, vous avez à chaque fois un impact qui va durer. Donc, il faut toujours vérifier. Et on en est toujours aux mêmes sources de variabilité. Quelles sont les données environnementales du process? Comment on va considérer les produits agricoles? Quel va être le taux de recyclage? Les substances. Donc, à chaque fois, voilà, toujours bien regarder ce partenariat et puis développer des indicateurs. Alors, si on prend en compte ce cycle de vie avec tous les enjeux, finalement, c'est comment aider au choix des solutions. Comment définir le meilleur compromis? Parce que ce n'est pas de se dire, oui, finalement, on pourra dire, on ne va rien faire avec tout ce que nous avez dit. Non, il y a des solutions. C'est quoi? C'est déjà de ne pas s'obnubiler sur le recyclage. La première chose, évidemment, c'est réduction en poids et en nombre. Donc, en poids, on le fait, en nombre, pas forcément. Donc, c'est rationaliser aussi le nombre de résines polymères et puis s'intéresser au second cycle de vie. Second cycle de vie, réutilisation. Mais ça veut dire regarder l'impact en usage, regarder les substances, est-ce qu'il y a des migrations ou pas. Donc, ça, on en parlera avec Sophie juste après. Et puis surtout, quid des emballages réutilisables, par exemple, dans la restauration rapide. Moi, voilà, un plastique dur coloré, qui va avoir des produits gras dedans, comment ça va vivre au fur et à mesure de sa vie? Est-ce que finalement, c'est mieux que les solutions précédentes? Ensuite, vous avez la directive européenne sur les plastiques à usage unique qui demande de collecter, par exemple, les bouteilles à 77% et 90% en 2019. Donc, on ne peut pas se contenter de recycler. Donc, il y a une nécessité d'une vision cycle de vie et d'évaluer ces solutions d'un point de vue environnemental et sanitaire dans le cadre de l'économie circulaire. Donc, il faut prendre en compte différents cycles de vie et puis aider au choix de l'innovation. Donc, c'est de favoriser le développement de projets collaboratifs, comme le fait la chaire clé, donc entre différents acteurs du cycle de vie du produit. Alors, juste pour terminer, parce que je suis bavarde, excusez-moi, juste pour dire que si je reprends un peu ces éléments sur le cycle de vie et qui représentent nos travaux ici à l'Institut, c'est de prendre les conséquences d'un changement dès le démarrage, dès l'innovation, dès la R&D, et de regarder l'implication sur toutes les phases du développement, et puis de revenir en arrière. Et donc, pour ça, on a les outils d'économie circulaire, d'ACV conséquentielle, de voir les conséquences. Là, vous avez le cycle de vie
du produit, donc de sa R&D à la fin de vie, avec différents travaux qu'on mène à Chambéry, donc avec par exemple sur la modélisation des filières de recyclage avec IPC, sur le développement d'indicateurs, et de prendre en compte tout le cycle de vie de la matière plastique dans son produit en évaluant ses impacts environnementaux et sanitaires. Et donc là, je vais laisser la parole à Damien qui va illustrer un exemple qui est de savoir si, par exemple, il faut remplacer tous les thermodures par les thermoplastiques. Est-ce que c'est une vraie bonne idée? Donc Damien, je te laisse la parole. Merci Carole pour cette introduction. Donc effectivement, pour ma part, donc, je suis ingénieur de recherche à IPC, actuellement en incubation à l'Institut des Arts et Métiers, dont l'objectif est voilà, de développer un petit peu des outils pour l'évaluation et la maîtrise des impacts environnementaux pour une meilleure circularité des plastiques et des composites. Donc, dans une étude récente menée à IPC, nous avons cherché à comparer l'impact que pouvait avoir la fabrication d'une pièce en composite thermodurcissable VS, pardon, ça bouge tout seul, VS l'impact de la fabrication d'une pièce en thermoplastique. Donc, ce que je vais vous présenter d'abord, c'est les périmètres qui ont été, on va dire, étudiés. Dans un premier temps, donc, sur la partie thermodurcissable, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une pièce en composite thermodurcissable, c'est une résine thermodure, donc qui n'a pas de réversibilité de transformation, chargée d'une certaine quantité de fibres de verre. Donc, dans l'état actuel des choses, malgré toutes on va dire mais pourquoi ça bouge tout seul? Malgré tous les essais, on va dire, au niveau du recyclage des pièces composites, aujourd'hui, il n'y a pas de filière industrielle qui permet le recyclage des composites thermodurcissables. Donc, on considère aujourd'hui que la fin de vie d'un composite thermodurcissable, c'est une mise en incinération. Donc, si je me passe, donc c'est la droite du schéma, dans une optique de fabriquer une pièce, par exemple, un bras d'essuie-glace en composite thermoplastique, ce coup-là, vu que je ne récupère absolument aucune matière issue de mon composite thermodurcissable, je vais être dans la nécessité de faire appel à des nouvelles ressources vierge pour fabriquer mon bras d'essuie-glace. Donc 100% de matière vierge, donc avec une part de PET et une part de fibre vierge. À l'inverse, si d'ores et déjà ma pièce en composite, je la fabrique en composite thermoplastique, du coup, là on peut se dire que c'est un bon avantage puisque par définition et en théorie, un composite thermoplastique est beaucoup plus recyclable qu'un composite thermodurcissable. Là encore, même s'il n'existe pas de filière et de solutions industrielles pour favoriser le recyclage des composites même thermoplastiques, nous avons fait les essais sur notre ligne de recyclage à IPC où on vient du coup broyer notre composite thermoplastique pour l'utiliser dans la fabrication donc, du bras d'essuie-glace. Donc, c'est sur la partie droite du graphique. On a en vert une part de broyat donc, issue du composite thermoplastique et une part du coup, de polyéthylène terephthalate vierge qui permettent donc de fabriquer une matière première à base de broyat. Donc là, si on compare les impacts environnementaux, donc tout d'abord, sur les impacts environnementaux, le graphique de gauche, on compare thermodure et thermoplastique sans fin de vie. C'est-à-dire qu'on ne se projette pas dans la fabrication du bras d'essuie-glace, on se limite juste à on fabrique la pièce, on a un usage et une fin de vie. Donc, dans le cas du thermodurcissable, la fin de vie, c'est l'incinération ou l'élimination. Dans le cas du thermoplastique, idem. Donc, on se rend compte que dans ce cas-là, si on ne prend pas en compte la fin de vie, le thermoplastique est beaucoup plus impactant sur la majorité des impacts environnementaux. Pourquoi? C'est entre autres lié au fait que pour fabriquer une même pièce avec le même cahier des charges, une pièce thermoplastique nécessite, dans 95% des cas, beaucoup de chauffe, donc de la consommation d'énergie et du coup, les impacts environnementaux qui sont associés. Maintenant, si on considère la fin de vie, donc on se projette sur la fabrication de ma pièce thermodure ou thermoplastique avec la fabrication d'un bras d'essuie-glace, là, on se rend compte que, par contre, on a un équilibrage un petit peu des impacts environnementaux. C'est-à-dire qu'il y a déjà deux impacts qui vont s'inverser, où les composites thermoplastiques deviennent moins impactants, notamment sur le changement climatique, ou le CO2 équivalent. Et pour trois autres impacts, on a une réduction des écarts, où les composites thermodurcissables deviennent, eux, plus impactants. Et on a certains impacts environnementaux qui restent cohérents. Donc, il faut bien être vigilant dans le côté binaire que peut avoir l'usage d'un thermoplastique à la place d'un thermodure. C'est vrai que les thermoplastiques peuvent être moins impactants que les thermodures à partir du moment, pardon, ça bouge tout seul, à partir du moment où on considère la fin de vie et l'après-fin de vie. Si on se limite, ce qu'on appelle souvent en cradle to gate, c'est-à-dire du berceau jusqu'à la porte de l'entreprise, les thermoplastiques restent au demeurant beaucoup plus impactants que les thermodurcissables, et c'est l'objet du graphique de gauche. Donc, il faut vraiment prendre en compte la fin de vie, quelle fin de vie on va choisir, et surtout quel
usage on va faire de la matière première recyclée. Bon, je pense que le PowerPoint s'empresse, je passe la main à Sophie Aumont qui va nous parler du cycle de vie des substances. Donc, bonjour à tous, merci Carole et Damien. Donc Sophie Aumont, je suis ingénieure de recherche dans la même équipe que Carole et Damien, à AM Valor, qui est, effectivement, ça bouge tout seul, qui est la filiale des arts et métiers en charge de la valorisation des travaux menés par les laboratoires de recherche de l'école. Voilà, et je vais vous présenter de façon un petit peu plus précise la problématique soulignée par Carole à plusieurs reprises, qui est celle de la présence de substances dans les matériaux plastiques. Alors, si l'on se positionne au niveau, si l'on s'intéresse à ces substances, on constate rapidement la grande diversité et la dangerosité potentielle des substances, bon, excusez-moi, on va laisser comme ça, des substances utilisées dans les matériaux plastiques, donc en tant qu'additifs pour améliorer leurs propriétés mécaniques ou leur stabilisation. Et en effet, dans une récente étude, il a été recensé plus de 10 000 substances utilisées en tant qu'additifs dans les matériaux plastiques, dont plus de 2400 sont jugées comme étant préoccupantes, c'est-à-dire des substances qui sont soit toxiques, soit qui ont la capacité de se bioaccumuler, soit qui sont persistantes dans l'environnement. Ensuite, si on se positionne au niveau du devenir de ces substances dans les matériaux plastiques, on observe donc qu'en fonction des propriétés physico-chimiques, mais également des conditions dans lesquelles sont soumises ces substances tout au long du cycle de vie des matériaux plastiques, celles-ci donc peuvent avoir la capacité de se dégrader, donc de produire de nouvelles substances qui n'ont pas été ajoutées volontairement dans les matériaux plastiques. On parle alors de substances non intentionnellement ajoutées dans les matériaux plastiques. Elles peuvent avoir la capacité de migrer au sein des matériaux plastiques, de se retrouver à la surface de ces matériaux plastiques et de se transférer dans le milieu au contact. Et donc là, comme illustré dans les travaux d'Aladakis et al., on peut observer donc des migrations de substances dans les différents compartiments environnementaux, comme l'air, l'eau, les sols, et puis, comme illustré dans les exemples suivants, on peut observer des transferts de substances dans l'alimentation ou dans l'air ambiant, dans les poussières, ce qui amène donc que les individus puissent être exposés à ces substances, donc par différentes voies, soit par voie orale, soit par voie respiratoire, soit par voie cutanée. Enfin, un petit mot sur les substances et le recyclage des plastiques. Dans certains cas, on peut avoir des contaminations donc, non intentionnelles dans les matériaux polymères issus du recyclage. Alors, plusieurs raisons à cela. La première que l'on peut évoquer, c'est d'utiliser des substances dans lesquelles il a été ajouté des additifs qui sont aujourd'hui interdits, par exemple comme les retardateurs de flammes bromées, et qu'on peut retrouver dans les flux de déchets. Donc, il faut essayer au maximum d'éviter de retrouver dans les flux de déchets par des techniques de tri spécifiques. Sinon, on risque de contaminer la matière recyclée. Et de même, au niveau de l'utilisation des matériaux, les matériaux plastiques ont la capacité d'absorber certaines substances à leur surface. Et donc là, on se retrouve dans le cas où des matériaux plastiques ont été utilisés en tant que contenants de produits lessiviels. Et ces produits lessiviels se sont absorbés à la surface des matériaux plastiques et se retrouvent dans les matières recyclées. Donc, ce sont plusieurs voies de contamination, mais qui amènent donc à obtenir une matière recyclée contaminée de substances qui ne sont pas désirées. Voilà, et donc tout cela nous amène à conclure qu'il s'agit d'un contexte quand même relativement complexe. Et nous, dans le cadre de l'économie circulaire des plastiques, on va essayer d'intégrer cette problématique car en effet, on imagine qu'elle peut poser un risque sanitaire ou environnemental qu'on va vouloir donc maîtriser. Et donc, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est ce que l'on propose de mettre en place pour évaluer ce risque sanitaire et environnemental, donc qui se caractérise par par une dangerosité, mais également par un niveau d'exposition, et comment on va proposer de gérer ce risque, d'identifier les causes et les points de maîtrise de ces risques. Alors, ça ne bouge plus. J'aurais souhaité avoir la diapo suivante.
Et maintenant, c'est bloqué. Souris. Ah, merci Damien. Donc ici, nous, on va dans un premier temps se positionner au niveau du cycle de vie des polymères et on va prendre en compte donc, les substances ajoutées à ces polymères et on va élaborer des scénarios de devenir de ces substances en s'intéressant, comme on l'a dit tout à l'heure, à leur capacité en fonction donc, des propriétés des substances ajoutées dans les matériaux polymères, mais aussi aux conditions dans lesquelles auxquelles elles sont exposées lors des différentes étapes du cycle de vie des produits. Donc, essayer d'anticiper la dégradation, les phénomènes de dégradation, de migration de ces substances ou de transfert dans les différents milieux au contact des matériaux. Et donc, par cette voie-là, on va proposer différents scénarios de cycle de vie de substances. Alors, ce sont des travaux qui se font au cas par cas, c'est-à-dire pour une application donnée, pour un plastique donné et dans le cadre d'une application donnée. Et dans un second temps, donc, on va essayer d'améliorer l'économie circulaire des matières plastiques avec pour objectif donc que ces substances, de maîtriser ces substances en vue qu'elles n'aient pas d'effet néfaste sur la santé des individus ainsi que sur l'environnement, qu'elles n'affectent pas non plus la recyclabilité des matériaux plastiques et puis ni leur durabilité, c'est-à-dire qu'elles permettent le maintien de leur intégrité physique le plus longtemps possible, ce qui permet d'augmenter la durée de vie des produits plastiques. Donc, pour cela, on a mis en place des outils d'évaluation qui font appel à des indicateurs et à des valeurs cibles et qui nous permettent d'identifier les différents risques affectant potentiellement ces trois cibles. La troisième étape est d'identifier les causes et les points de maîtrise des risques identifiés et de retourner vers la conception des plastiques, donc éco-concevoir ces plastiques avec un objectif d'agir le plus en amont possible et comme l'évoquait précédemment Carole, c'est-à-dire au niveau de la formulation, du choix de la formulation des matériaux plastiques, le choix donc des additifs. Voilà. Donc, c'est terminé pour la présentation que je souhaitais vous faire. Et je vous remercie pour votre attention et je vais laisser la parole à François Aznar, qui est chef de projet dans la société MAPED. Allô? Oui, Pardon, j'avais déconnecté mon micro. Pardon. pas de souci. Alors, déjà, on est effectivement un producteur important, que nous manufacturons 75% des produits qu'on vend. J'ai en charge notamment les ACV et les nouveaux matériaux dans l'entreprise. Bon, clairement, j'ai la chance d'avoir un patron, le grand patron de MAPED, qui m'a dit « on ne fera pas de projet de greenwashing ». Ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'on s'est doté de logiciels d'analyse de cycle de vie. Et il s'avère que régulièrement, face à une montagne de croyances et d'idées préconçues, que ce soit même au niveau des ingénieurs ici, une ACV, en général, elle est rarement annonciatrice de très bonnes nouvelles. Je m'explique. Qu'on prenne une matière recyclée, biosourcée, peu importe, en général, les gains sur nos produits, qui sont des petits produits, des stylos, des agrafeuses, des compas, des gommes, ne sont pas suffisamment significatifs. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'effectivement, une matière, elle a recyclée, elle a été triée, elle a été transportée, souvent par camion sur plusieurs sites, et que quand on fait une ACV, ce n'est pas très bon. Et quand on compare effectivement certaines matières achetées où vous avez une extraction du pétrole, un pipeline, un vapocracker et effectivement une livraison par bateau sur notre site, la partie amont, elle est clairement pas en faveur du recyclé. Donc voilà. Et effectivement, MAPED ne va pas assez vite, ça c'est sûr. Elle ne va pas assez vite, pourquoi? Parce que on a décidé par rapport à un nombre incalculable de communications qu'il y a aujourd'hui, que ce soit dans notre domaine ou pas, qu'il y avait effectivement beaucoup d'allégations
et effectivement, beaucoup de greenwashing. Génial, mon produit il est 100 fois meilleur parce qu'il est bourré de matière recyclée. Bah, aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas et j'ai la chance d'être adossé avec une direction qui refuse effectivement d'aller dans cette direction pour des raisons purement marketing. Alors oui, on a certainement raté des ventes, mais aujourd'hui, la seule certitude qu'on a clairement acquis, c'est qu'il faut ne pas recycler ou très peu recycler et considérablement allonger la durée de vie des produits. Donc, c'est une des voies sur laquelle on travaille. Je travaille énormément, évidemment, sur tout ce qui est matière recyclée, matière à bas impact carbone, mais on sait que c'est une solution transitoire vers des produits qui seront probablement beaucoup plus durables, rechargeables, etc., etc. Je vous prends l'exemple d'un feutre. Il a 1 gramme d'encre dedans, et si on calcule sa surface par rapport à la quantité de plastique qui est le vecteur de l'encre, et ben finalement, on a beaucoup de plastique pour un tout petit peu d'encre dedans. Donc, il faut se poser la question de se dire, bah, rechargeons le feutre, et puis effectivement, le plastique qu'il y a autour, son impact aura été considérablement diminué, bah, parce qu'effectivement, on aura écrit beaucoup plus longtemps avec la même quantité de plastique. Donc voilà un petit peu où on en est, et on est ravis de travailler avec l'Université de Sorbonne-Mont-Blanc sur diverses problématiques d'écologie, d'éco-conception, etc. J'espère ne pas avoir été trop long. Merci beaucoup, François, c'était parfait. Et je répondrai à toutes les questions sans langue de bois. Ok, et bien justement, parlant de questions, on en a plusieurs. On en a plusieurs. Et Carole, les premières sont pour toi, plutôt, et c'était autour de l'agriculture. On avait 2 questions là-dessus. Quelles sont les applications du PMR dans l'agriculture? Ça, c'est Romain qui te demande ça. Alors, il y en a 2 majoritaires, les bidons, comme par exemple les bidons d'engrais et les bâches plastiques qui vont couvrir soit des sols, soit… C'est les 2 grosses applications majoritaires. Et la deuxième question, c'est pour l'agriculture, de quelle typologie de produits parlez-vous? C'est à peu près… C'est à peu près, Question. je pense que c'est la même question. Enfin, Les je la applications comprends. et les typologies, c'est la même. Alors, sachant que les données de l'infographie sont de Plastic Europe, donc c'est un bilan qu'ils font chaque année normalement. Et donc après, ils donnent le détail, que je n'ai pas présenté là, mais ils donnent le détail des applications derrière. Mais sur l'agriculture, c'est les 2 grosses applications majoritaires. Ok. Une autre question, remarque pour toi. 30% de taux de recyclage, c'est le taux de recyclage end of life ou c'est le taux d'incorporation de matières secondaires? Ah, c'est end of life en fait. Le 30%, c'est 30% de matières qui sont recyclées, ce n'est pas le taux d'incorporation. Ok. Qui est plus faible, hein. Le taux d'incorporation, il est de 10%. Florian dit aussi, je crois aussi que la croissance de consommation des plastiques fait partie d'une des matières premières dont le taux de croissance est le plus important. Même si on recycle à 100%, le taux d'incorporation sera très faible. Donc l'enjeu, et que cela soit biosourcé ou non, c'est de ralentir la croissance de la demande des plastiques. Tout à fait. Il y a quelques années, on était, par exemple, sur l'aluminium à 140% de croissance, quasiment 400% pour les plastiques. Et de toute façon, le taux d'incorporation, même pour de l'aluminium, on arrive depuis 10 ans, on est limité à 50, alors je ne sais plus si c'est 46, enfin, de mémoire 50% à peu près. Simplement, parce qu'à un moment donné, c'est où est-ce qu'on le met, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un coup qu'on a fait, je dirais, entre guillemets, les applications faciles à remplacer, qui ne demandent pas trop de propriété au sens où pas de contact alimentaire, il faut atteindre les autres marchés. Et donc, au-delà, effectivement, avec cette croissance, donc à un moment donné, c'est toujours ramené, on sera un faible taux d'incorporation. Donc, c'est évident, comme je disais, il faut réduire et puis aussi rationaliser la diversité aussi dans certaines applications où parfois, c'est plus historique que vraiment pour des raisons de qualité de cahier des charges. Après, il y a une limite physique aussi parce qu'on n'intègre pas ça. Donc, c'est pareil pour l'aluminium, parce qu'il y a l'aluminium fonderie et de coraillage. Et pour le coup, il y a l'automobile qui cherche, par exemple, à réintégrer des aluminiums dans certaines pièces recyclées, mais ils ne peuvent pas parce que c'est majoritairement de l'aluminium de fonderie qui est recyclé. Donc, on arrive aussi à ces limites physiques-là. Donc, il y a à la fois effectivement de la croissance, que je rejoins complètement, donc c'est réduire, c'est quand même le premier objectif. Et ensuite, il y a cette limite physique liée parce qu'on n'anticipe pas non plus, c'est-à-dire qu'il y a des industries qui demandent, moi je m'occupe de la chaire sur les équipements électriques et électroniques, sur cycle de vie, il y a pas mal de producteurs qui ne se voient pas, il y en a certains qui se voient utilisateurs, mais beaucoup se voient par utilisateur. Donc on leur dit, oui, mais à un moment donné, si on récupère les matières issues de vos produits,
Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut des utilisateurs de cette matière. Donc, vous en faites aussi partie. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument retourner chez vous, mais c'est qu'à un moment donné, vous faites partie des gens qui potentiellement devront réutiliser ces matières. Donc, il y a effectivement, ces deux limites, on va dire. Ok, merci pour l'éclairage. Une autre question. Comment se fait-il que le recyclage entraîne une augmentation du critère ACV Fossil Resource Scarcity? Ça, c'était, alors si je reviens... Ah, j'ai perdu là. Non. Bon, je sais pas. Si, ça y est. Ah, ça y est. Ah oui. Il fait n'importe quoi. Bon, Ouais. non, je voulais revenir parce que je pense que c'est le graphique, excusez-moi. On a des petits soucis avec le... Je pense que c'est le graphique que j'ai présenté sur l'étude. Je suis sûre qu'on parle de la même chose, ça? Mais c'est par rapport à... Oui, parce que c'est une comparaison à l'incinération. Donc, l'incinération utilise moins d'énergie qu'un process de recyclage qui, lui, entre les étapes de tri, le transport, il y a plus d'étapes de transport et le fait de recycler, et puis de reformuler, va utiliser plus de ressources fossiles. Par contre, là, dans le rouge, là, typiquement, il n'y a pas de prise en compte je dirais, du fait qu'on va économiser de la matière. Voilà. Ok. Donc, c'est pour ça que des fois, ça dépend, voilà, c'est pour ça que c'est tous ces questionnements sur le périmètre, sur qu'est-ce qu'on a pris en compte comme taux de recyclage, etc. Une autre question. Le recyclage chimique n'est-il pas de facto moins bon pour l'environnement que la matière vierge si je dois repasser par une étape de polymérisation? Alors, la question, c'est si c'est plus impactant que le recyclage mécanique ou que de la matière. Est-ce que le recyclage chimique, oui. Est-ce que le recyclage chimique est moins bon pour l'environnement que la matière vierge si on doit repasser par une étape de polymérisation? Non, pas forcément, parce qu'on n'a pas de l'extraction. L'extraction, ça va être de la dépolymérisation. Alors, si je reprends le schéma donc le traitement chimique ou thermique, et en fait, on n'a pas cette étape d'extraction pétrolière, refaire du naphta, etc. On va arriver au monomère. Par exemple, là, si on regarde le cas du PET, on vient à un monomère qui est le BHET, qui est un monomère intermédiaire, et qui va nous permettre de refaire du PET. Donc, ça va être plus impactant que du recyclage mécanique, parce que vous allez avoir, donc potentiellement, parce que vous allez avoir une repolymérisation. Par contre, on n'a pas toute l'étape d'extraction, du puits pétrolier jusqu'à faire pas du BHET, mais il y a juste le traitement chimique qui va être moins impactant que l'extraction de la ressource pétrolière. Donc, ce n'est pas de facto forcément plus impactant. Merci. Question pour François. Oui. Comment MathMed valorise, utilise ou considère les approches de biomass balance? Il y a plusieurs réponses. Déjà, il faut savoir que aujourd'hui, légalement, j'ai accès à des sources de substitution au plastique ou d'additifs dans les plastiques qui peuvent être par exemple du café, de l'agave, et qu'aujourd'hui je les utilise dans mes plastiques, mais que légalement je n'ai pas le droit de le faire puisque je brise le cercle de recyclage. Et ça, aujourd'hui, c'est un vrai problème pragmatique de se dire, OK, on accepte qu'un produit il est trop petit pour être recyclé, et donc qu'est-ce que je peux faire avec? Pour répondre sur la biomasse balance, aujourd'hui, on est un petit peu embêté parce que c'est souvent vis-à-vis de certaines marques de plastique qui vont nous proposer des choses qui sont qu'on appelle mass balance, feedstock, etc., etc., etc. Il faut avoir des certifications et tout et tout. Nous, clairement, je n'ai pas le droit d'utiliser du carbone, l'atome, qui peut provenir éventuellement de la concurrence agricole. Donc, j'ai le droit d'utiliser des déchets agricoles, du broyat de café, du broyat d'agave qui normalement est brûlé, du déchet de scierie. Mais donc, effectivement, si on va utiliser de la biomasse potentiellement en concurrence agricole pour substituer dans mes plastiques, je n'y ai pas le droit et j'en suis tout à fait fier et conscient. Donc, je ne sais pas si c'était la bonne réponse, mais voilà un petit peu la position qu'on a chez MathMed. Merci. Et une deuxième question pour toi. Oui, bien sûr. Arrêter de recycler le plastique et arrêter de réduire drastiquement d'utiliser du plastique malgré toutes ses qualités, est-ce possible?
Question Bien pour sûr, Mohamed, étant bien donné que les sûr. conséquences environnementales de l'ensemble des plastiques. Alors, sont- premièrement, on est, nous, une entreprise à mission dorénavant. Donc, la mission normale d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Nous, on va donner le pouvoir de changer le monde avec leurs mains aux enfants. Et grâce à ça, on va continuer à être rentable. Donc déjà, c'est un point très important puisque dans cette mission, il y a un titre, mais je dois respecter la planète. Donc, je dois effectivement moins utiliser de plastique, mais effectivement, la question me paraît un peu tranchée entre un noir ou un blanc. Nous, l'objectif qu'on a clairement, c'est d'en utiliser le moins possible. Et d'en utiliser le moins possible, ben, c'est de produire des choses. On va toujours continuer à produire et en vendre sous d'autres formats, d'autres formes, en allongeant les durées de vie, en réduisant la part de plastique dans nos produits. Et effectivement, on utilise pour ça des ACV. Tout ce que vous pouvez voir aujourd'hui autour de vous en termes de communication, il n'y a quasiment jamais une analyse de cycle de vie. Je propose un produit qui peut être par exemple un jouet extérieur, n'importe quoi. J'utilise du plastique en provenance de blé. Et ça, on en fait une super pub avec du green. Mais on n'a aucune preuve, ce n'est que des allégations comme quoi le produit peut avoir un impact un peu inférieur. Donc, je dirais qu'on a pris le problème dès la base en faisant des analyses de cycle de vie. Ça me paraît vital aujourd'hui et je ne comprends même pas qu'en termes d'allégations, ce ne soit pas obligatoire, voilà, une loi assez coercitive en disant vous voulez faire des allégations environnementales, pas de problème, vous me le prouvez. Aujourd'hui, nous, quand on regarde tout ce qui se passe autour de nous, c'est très rarement prouvé. C'est beaucoup des belles communications et de marketing, mais c'est rarement prouvé. Et je trouve ça dommage. Parce qu'effectivement, on est encore dans la croyance. Le plastic bashing, le China bashing, tout le bashing qu'il peut avoir un peu de partout, quoi. Merci beaucoup, François. Une question plus pour Damien maintenant. Maxime est surpris de la conclusion sur les thermoplastiques et les thermodures. Oui. A priori, pas mal d'études concluent l'inverse. Il me semblait, j'avais lu dans les commentaires que c'était par rapport au caoutchouc, non? Ouais, TPE versus caoutchouc, Ouais, vulcanisé, ouais. Bah, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que déjà, la vulcanisation des caoutchoucs, ça fait appel à beaucoup d'énergie et du soufre, si je ne m'abuse. Le soufre implique du dioxyde de soufre, donc on a un impact assez lourd sur les impacts environnementaux type CO2, acidification de l'air ou formation d'ozone troposphérique. Ce que n'a pas, ou moins, les composites thermodurcissables. Puisque le composite thermodurcissable, comme la polyester insaturée, le solvant principal qui peut être à risque, c'est le styrène, qui va principalement contribuer à la toxicité humaine. Donc là, on ne parle pas vraisemblablement des mêmes choses. Là, on compare bien un thermodurcissable et un thermoplastique, où le thermoplastique, du coup, est beaucoup plus consommateur d'énergie que le thermodurcissable. Par contre, si on compare effectivement thermoplastique et caoutchouc, je pense que de loin, les thermoplastiques seront plus vertueux dans le sens où ils consomment moins d'énergie et ils émettent moins de composés chimiques qui peuvent avoir un impact sur différents impacts environnementaux. Voilà. Merci beaucoup. Il y avait une autre remarque par rapport au biosourcé qui ne veut pas forcément dire compostable. Et on donnait l'exemple des polyamides. Bah oui, c'est assez simple. Aujourd'hui, un ricin provient quasiment à 100% de l'huile de ricin, donc biosourcée, et c'est pas du tout biodégradable ou biocompostable. Donc ça n'a rien à voir. Rien à voir. Clairement, c'est deux termes qui peuvent être mélangés mais qui n'ont rien à voir. Après, on ne pouvait pas faire une présentation sur le biosourcé, mais c'est pour ça que je mettais quid de la définition du biosourcé. C'est-à-dire que le polyamide est un très bon exemple. Évidemment, dans un webinaire, on ne peut pas tout aborder. C'est comme il y a eu un commentaire sur additif égale forcément toxique. Non, c'était juste de préciser que la toxicité du polymère, il faut différencier la toxicité de la résine et de l'additif. Évidemment, et Sophie l'a dit, il y a tout un nombre d'additifs qui sont autorisés, etc. Mais c'est plutôt que le côté toxicité de la résine, c'est remettre en avant que c'est quand même par rapport à ce qu'on rajoute ou ce qu'il va ingérer, et non pas le plastique en lui-même. Par contre, la majorité en ont, hein. Même un polypropylène qui est dans les liquidités les plus faibles, il a des antioxydants qui sont nécessaires pour éviter qu'il s'oxyde au moment de l'extrusion, donc quand on le chauffe. C'est un additif. Par contre, il n'a pas du tout évidemment les mêmes conséquences qu'un interrupteur de flamme bromé qui, lui, aujourd'hui, sont interdits et on cherche
Enfin, on est en train de les remplacer, mais quid de leur toxicité. Et après, effectivement, sur le biosourcé, je rejoins complètement François, mais c'est juste pour préciser, c'est pour ça qu'on a mis quid de la définition, parce qu'il y a plein d'allégations qui sont faites, mais en fait, ils ne sont pas compostables, ou alors ils sont juste fragmentables. Et pour le coup, je rebondis sur un autre commentaire, puisqu'on parle de ça. On est bien d'accord que compostable au sens industriel. C'est pas compostable en général dans la poubelle chez soi, quoi qu'on veut le faire croire. Et j'ai un bon exemple, c'est les dosettes, même si c'est pas du plastique, c'est du papier. Les dosettes de café où c'est écrit en gros compostable, et quand on regarde la petite étoile, on nous dit bah non, c'est pas compostable dans votre compost, c'est compostable dans un compost sous certaines conditions de température, d'oxygénation qui sont la définition de la norme. Donc c'est compostable dans la définition de la norme de compostage industriel. Voilà. Mais les biosourcés, effectivement, il y a beaucoup d'allégations, de mauvaises de mauvaises conclusions, dans le sens que ce n'est pas 100% de la nature. Beaucoup sont des mixtes entre du pétrochimique et de la nature, et beaucoup, ils ne sont pas forcément compostables. Voilà. Alors, je vais rajouter quelque chose aussi, Carole, d'important. Ce n'est pas parce que c'est naturel que ça n'a pas d'impact. Hein, oui, mais c'est ce qu'on disait, oui, tout à fait. Nous, je peux vous dire que, par exemple, on aimerait bien utiliser du bois dans nos produits de pique-nique. Le bois, clairement, a aujourd'hui un impact sur les propriétés organoleptiques d'un aliment. Hein. Il a le droit d'emballer du camembert, n'empêche que si vous mangez dans une assiette en noyer, votre soupe, vous avez un transfert de certains produits et la manite phalloïde est un produit naturel que je vous déconseille de manger. Hein. Oui, mais c'est pour ça qu'il y avait la notion. D'ailleurs, l'étude de l'ADEME montre bien que, voilà, on parle du bois, on parle du papier. Ce n'est pas anodin pour. Même dans les produits papier, on utilise certains additifs qui peuvent se transférer et migrer sur l'aliment, surtout si c'est des aliments gras, etc. Donc oui, non, il n'y a pas de. Donc je rejoins ce que tu disais, c'est notre message aussi, c'est que on a dit tout le long, hein, évaluation environnementale, sanitaire, au plus tôt. Alors ça ne veut pas forcément faire une analyse de cycle de vie, hein, parce qu'en innovation, on ne va pas faire une analyse de cycle de vie, on n'aura pas assez d'informations. Par contre, c'est la pensée cycle de vie, la pensée économie circulaire, c'est au moins avoir ça dans l'idée et au fur et à mesure, garder ça en tête pour éviter toutes ces fausses bonnes idées et des industriels. Donc c'est pour ça que c'est très bien l'exemple que tu donnes, François, de montrer que voilà, l'importance de vérifier qu'il y a des solutions, peut-être pas celles qu'on imaginait, mais pour éviter que voilà, ce qui s'est passé à un moment donné, ça tend à réduire, que tout le monde passe au biosourcé, quoi. Et ça a des conséquences importantes, ou que tout le monde passe au recyclage chimique. Non, c'est pas non plus la solution. Donc toujours, si on anticipe, et c'est pas une idée, n'est pas forcément bonne pour tout le monde. Ça va dépendre du contexte, de la fin de vie du produit, ça va dépendre du second cycle. Donc, il faut toujours vérifier. Et je rejoins le fait qu'aujourd'hui, les allégations doivent être documentées, vérifiées. Et c'est ce qu'essaye de faire l'affichage environnemental européen sur des produits de grande consommation. Mais qu'au moins, voilà, il y a des... si le maître mot est, c'est penser cycle de vie et considérer tout ce qu'on a pu dire dès le démarrage. On ne peut pas forcément quantifier tout au début. Et puis surtout, sortir des idées reçues qu'on a pu évoquer et qu'a évoqué François, justement, dans son exemple. C'est un combat quotidien. Hein. Les idées reçues, même en interne, c'est un combat quotidien. Hein. C'est compliqué. Hein. Oui, même dans les commentaires du webinaire, on a aussi... Ouais. J'ai dit, oui. Parce Oui. qu'on ne peut pas, voilà, mais... Si au moins c'est de se dire, voilà, je pense cycle de vie, je regarde, puis pas de se dire, et que voilà, c'est pas du plastique bashing, quoi. Et c'est pas le message n'est pas de dire on enlève tout le plastique, et pas de dire super, le plastique est génial. Non, mais chaque matériau, hein, si on prend l'aluminium, il a des effets sur la santé. Dans les emballages, c'est pas non plus, ça va dépendre de l'usage qu'on en fait. Donc chaque matériau a ses points positifs, a ses points négatifs. Le papier pas bon dans tous les cas, le verre, pas dans tous les usages non plus, mais c'est voilà, de regarder dès le démarrage et aussi pas oublier, il n'y a pas que l'emballage, quoi, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment aussi centré emballage, mais il y a d'autres sujets, d'autres priorités, et plus on s'y prend tôt, plus on évitera les erreurs sur d'autres filières comme les véhicules hors d'usage dont je parlais, les équipements électriques électroniques et même les emballages, parce qu'il y a 10 ans, on était à 25% de recyclage, hein. Je ne pense pas qu'on dise qu'aujourd'hui, on est à 30%. Bon, on est un des pays, dans les pays européens, les moins bons. On va dans les 8 derniers en termes de recyclage. Oui, c'est vrai. Voilà. Bon, après, pour diverses raisons, mais c'est... Voilà. Pour ça que la moyenne, il y a une question là-dessus, la moyenne, c'est 35%, parce qu'il y a des pays... Alors, les raisons pour lesquelles il y a des pays qui sont plus que nous, c'est parce qu'il y a eu de l'interdiction de mettre en décharge. Donc, le taux d'enfouissement est beaucoup plus faible que chez nous, pour certains produits plastiques, des taxes beaucoup plus élevées, ça a été le cas notamment en Allemagne,
Et deuxième chose, c'est que nous, on a un pays comme l'Allemagne, a l'historique très fort sur l'incinération. Donc, il y a deux raisons. À la fois, notre dissuasion à l'enfouissement est beaucoup moins forte que sur d'autres territoires. Et on a une culture de l'incinération beaucoup plus importante, comme l'Allemagne, qui a beaucoup d'incinérateurs que d'autres pays. Donc, il faut le temps aussi de transformer notre organisation aussi et la vision qu'on a de la gestion des déchets, quoi. Voilà. Ça me permet de faire une belle transition sur la fin de ce webinaire, puisque là, il est midi. Dans le chat, on avait aussi une suite de questions, en fait, un peu plus au niveau économique de Florian Fizen, qui du coup, est pilote de l'axe sur l'économie circulaire de la chaire. Voilà, il demande comment on déclenche la substitution, on applique des normes en imposant le substitut, on taxe, si oui, à quel niveau ? Le composant du produit, la matière vierge, quid des effets sur les politiques publiques et des importations, sur les importations de produits étrangers, quelle différence de coût avec tous les substituts. Mais du coup, Carole, si tu peux passer à la slide suivante, je pense que tous ces questionnements, en fait, on va pouvoir y réfléchir un petit peu plus de manière approfondie lors de l'atelier prospectif qui sera sur le même thème, sur le cycle de vie des matières plastiques qu'on propose. Je me permets juste de répondre à la certification qu'on demande à nos fournisseurs et clients, c'est normalement la ISCC+. Ah pardon, la j'ai pas vu cette certification de la traçabilité des matières premières, ISCC+, qui permet une traçabilité du carbone sur toutes les matières recyclées notamment. Pardon, Voilà. j'avais pas vu celle-là. Non, je me permets. Voilà. T'as bien fait. Ok. Donc voilà, du coup, il y a toutes les informations sur cet atelier prospectif. C'est limité à 20 personnes. Du coup, le lien d'inscription sera bientôt mis en ligne sur le site de la Fondation et on fera les communications qui vont bien pour cet atelier prospectif. Pour aller plus loin, l'idée, c'est de pouvoir confronter les problématiques des entreprises et des collectivités que les collectivités peuvent avoir autour du cycle de vie des matières plastiques et puis l'apport des chercheurs, l'apport des connaissances des chercheurs pour éclairer différentes questions. On est vraiment dans une optique de prospective, donc réflexion sur le futur et bien se détacher du quotidien pour réussir à réfléchir pour comment transformer les usages, comment transformer les modèles et comment on peut faire tout ça. En tout cas, merci beaucoup à nos 4 intervenants qui ont été fantastiques et merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. À très bientôt